Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Build in Public saison 2. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet totalement méconnu, le coût caché de votre industrie crypto en Europe. L'année dernière, notre cabinet d'avocats partenaire Orwell avait secoué l'écosystème avec un chiffre incroyable, 500 000 euros. 500 000 euros, c'est le coût moyen que doivent payer les entreprises que vous utilisez dans la crypto au quotidien pour opérer sur le continent, surtout avec l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement européen dont vous avez peut-être déjà entendu le doux acronyme MiCA. Et ça, peu de gens le savent, y compris les entrepreneurs qui bâtissent dans cette industrie, qui ne sont pas forcément conscients de ce chiffre. Nous verrons comment ces régulations impactent nos projets à Cube3 et comment ils s'adaptent, notamment en allant chercher les fonds nécessaires pour se mettre en conformité avec cette loi, ce règlement qui arrive. On verra justement Julien Côme, le fondateur du projet Memory Connect, qui va chercher presque 500 000 euros pour obtenir une partie de ces autorisations nécessaires auprès des régulateurs. Vous aurez également l'avis d'une avocate, Julie Bader, spécialisée dans ce domaine, qui nous donnera sa vision sur ces barrières à l'entrée. Sont-elles trop hautes? Sont-elles en train de tuer une industrie prometteuse en France? Ou bien permettent-elles justement aux entreprises d'exercer correctement? Certaines de nos startups accompagnées par Cube3, accélérateurs d'entreprises de référence, vont justement nous partager leur expérience au quotidien. Je vous laisse découvrir tout ça, mais juste avant, laissez-moi vous présenter notre sponsor du jour. Merci à Binance de sponsoriser cette vidéo et de nous aider à réaliser ce contenu. Bon, vous connaissez sans doute l'application Binance, plus grosse plateforme d'échange au monde qui permet d'accéder à des milliers de crypto-monnaies. Mais est-ce que vous connaissez ces deux produits phares, le Binance Launch Pool et Binance Earn? Le premier qui vous permet d'avoir accès à des toutes nouvelles crypto-monnaies en avant-première si vous stakez du BNB, le token de la plateforme, et que donc vous êtes utilisateur de Binance. Récemment, on a eu le projet Hamster Combat qui a alloué 3% de sa supply à ses utilisateurs, donc ça permet d'avoir accès à des toutes nouvelles cryptos. C'est plutôt intéressant si vous êtes à l'affût des nouveaux projets qui pourraient marcher. Et le deuxième, Binance Earn, qui permet justement de faire fructifier certaines de vos crypto-monnaies. En ce moment, il y a jusqu'à 9% pour les nouveaux utilisateurs de Binance Earn sur un stablecoin euro, le URI. Je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse et en fiche si vous souhaitez donc faire fructifier vos actifs et gagner quelques crypto-monnaies supplémentaires. Merci beaucoup à Binance, encore une fois, de sponsoriser cette vidéo et nous, on retourne à la série. Vous l'avez compris, l'innovation est étroitement liée à la régulation. Retrouvons maintenant nos cubers pour voir les questions qu'ils se posent par rapport à leur projet et comment ils voient la régulation en Europe. Alors moi je suis Léo Lonjou et je suis le porteur du projet Knowledge Ball. Julien Côme et je représente la société Memory Connect. Knowledge Ball, c'est une plateforme de social learning qui a vocation à révolutionner le marché de la connaissance et du savoir et la façon dont les contributeurs sont rémunérés également. Memory Connect, c'est une assurance affinitaire dans le secteur funéraire. L'idée, c'est d'offrir une nouvelle expérience dans les contrats obsèques pour les pompes funèbres, les familles. Voilà, en gros, c'est ça. Pour moi, le Web3 dans l'Europe, c'est encore un grand chantier. Alors, il y a MiCA, certes, qui a posé quelques briques, qui n'aide pas forcément le développement des projets, parce que ça complexifie aussi le truc. La régulation en Europe, je pense que c'est un bon terreau pour l'avenir. C'est pour protéger, au final, le consommateur. Je pense que la régulation, c'est quelque chose d'important, clairement, voilà, pour éviter que ce soit la foire d'empoigne et puis la jungle. Néanmoins, ça ne doit pas ralentir le développement des projets. C'est assez complexe. Donc il faut être accompagné. Et évidemment, ici à Cube3, on a des intervenants qui nous expliquent cet environnement avec les régulations. Et pour des jeunes startups comme nous, c'est pas forcément des choses à quoi on pense quand on a une idée, où on est au tout départ, on pense à notre produit. Et pas forcément la régulation. Et ça, quand ça arrive, ça peut tout changer de son idée. Moi, c'est mon premier projet, c'est la première fois que je développe un projet dans le Web3. Comme je l'ai dit, j'ai vocation à rémunérer les contributeurs, enfin rémunérer un certain nombre d'utilisateurs de la plateforme pour leur contribution, pour amener plus de qualité. Et du coup, qui dit rémunération en actifs numériques, dit régulation. Par rapport à Memory Connect, on a eu des discussions en première saison avec Cube3 et puis les intervenants. On était parti sur une idée. Donc par rapport à cet épisode de saison 1, on a changé de stratégie effectivement pour s'orienter vers quelque chose de plus classique. En tant qu'entrepreneur, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je lance un projet, donc j'ai pas énormément de recul sur ce à quoi je vais me confronter dans un environnement régulé. Bon, pour autant, je connais un peu l'Europe. Je me dis que ça va pas forcément faciliter les choses. Bon, vous le voyez, la régulation, c'est compliqué.
Et elle fait poser beaucoup de questions, notamment. Comment bien s'entourer, avec qui et comment. Pour y répondre au mieux, nous avons reçu Julie Bader du cabinet De Gaulle-Fleurant à Cube 3. Donc, je suis Julie Bader, je suis avocat au cabinet De Gaulle-Fleurance qui est installé à Paris. Je travaille dans le domaine du Web3 avec une approche sectorielle, FinTech et Tech, et j'accompagne les entreprises dans ce domaine. J'en suis qu'à mon 2e atelier, mais déjà on attaque des ateliers très très forts. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'était de faire un état des lieux réglementaire en France et en Europe. Sur Internet, la plupart des réglementations sont européennes. Oui, alors mais c'est un sujet européen, mais les règles sont françaises pour les acteurs français, puisqu'en fait, on a un principe de règles européennes qui sont ensuite déclinées en loi locale, avec des exemptions ou des particularités. Mais par exemple, le RGPD, c'est européen, MiCA, c'est européen, la directive commerce électronique, c'est européen, et il y a des spécificités. Les grands enjeux de la réglementation dans le Web3 aujourd'hui sont très importants, puisqu'en fait, on est dans une période de transition en France et en Europe. On a une nouvelle réglementation MiCA qui entre en application le 30 décembre prochain, qui va nécessiter à tous les acteurs qui agissent sur les cryptoactifs de se mettre à niveau. On a un renforcement très fort aujourd'hui de la réglementation au niveau européen avec le Digital Services Act, qui est un nouveau règlement qui est rentré en application, qui vient renforcer les obligations des hébergeurs qui doivent gérer tous les signalements de contenu qui seraient illicites et les retirer très rapidement. Si on met en relation des utilisateurs en relation deux catégories d'utilisateurs, un vendeur de services, imaginons un coach, machin, etc., et un acheteur, est-ce qu'on est aussi sous le coup de la responsabilité si c'est un escroc, s'il fait mal son travail, s'il incite, je sais pas, peu importe. Alors vous allez être responsable de la mise en relation, il y a des obligations spécifiques en matière de marketplace, c'est en fonction de ce que vous fournissez aussi. Et vous avez une obligation effectivement de traiter les signalements de contenu si par exemple vous avez un coach sur votre plateforme qui ne respecte pas les règles, qui publie du contenu contrefaisant ou du contenu qui serait illicite. Mais on a aussi beaucoup de réglementations qui a été adoptées auparavant, notamment pour les instruments financiers DLT, donc tout ce qui est les security tokens. On a le régime pilote qui est une réglementation nouvelle qui doit être appréhendée par les acteurs et qui doit être saisie par les acteurs pour se mettre en jeu. Et on a également tout ce qui est la réglementation du paquet finance de manière générale et notamment DORA qui va s'appliquer sur les services TIC. Des données financières, des cartes bancaires, c'est des données personnelles qui sont encadrées par le RGPD. Ouais, mais le RGPD, c'est discutable parce que dans le sens où juste sur le sol européen, les boîtes IT sont capitalisées par les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'en réalité, sur la protection de la donnée quelconque, en fait, eux, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est plus un problème pour eux. La RGPD, ils passent au-dessus. On n'a que 4% de boîtes vraiment européennes et qui, pour le coup, là, sont assujetties à la RGPD pour des grossières regrettements. Donc, le fonds de commerce des GAFAM, par exemple, c'est la donnée, quoi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la réglementation européenne fixe des standards et aux US, ils se basent dessus. On a la Californie qui a adopté une loi qui n'est pas le RGPD, mais qui est très proche. Pour faire des transferts, ils ont été obligés de se conformer à un certain accord dont on a parlé sur les transferts en matière de RGPD. Aux Émirats, ils adoptent une loi similaire. En Chine, c'est encore pire, c'est pire que le RGPD qui a été adopté. Donc je sais que c'est contraignant. Sur la partie RGPD notamment, il y a un principe de proportionnalité. Et les sanctions sont proportionnelles à votre chiffre d'affaires. Ouais, donc ça fait quand même mal, parce que c'est un pourcentage. Ouais, si tu avais une newsletter où tu te préinscris, qu'il y avait 100 personnes qui s'inscrivent et que tu n'as pas mis la petite case consentez ou ne consentez pas. Un exemple, un médecin, la CNIL a récemment sanctionné des médecins qui n'avaient pas respecté le RGPD, ils ont payé 2 000 € d'amende. Moi je trouve pas ça assez fort, on parle de données de santé, etc. Ah finalement c'est pas assez fort. Bah ouais, non mais quand même. Mais toutes nos données en fait sont en pleine nature, donc je trouve que 2 000 €, pour marquer le coup de dire faites gaffe les gars quand même, vous traitez des données super importantes. Moi, mon dossier médical, je parie que tout le monde s'amuse avec. Non, je suis d'accord. Effectivement, le coût de l'accompagnement pour être conforme à la réglementation est inhérent directement au projet. Il faut intégrer ce coût réglementaire dans les business plans. C'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'en fait, tout ce que vous allez faire sur la réglementation, c'est votre ticket d'entrée sur votre marché. Et sans votre ticket d'entrée, vous n'allez pas pouvoir exercer votre activité. Donc c'est un poste de dépense à budgétiser, à prévoir. Il faut aller consulter les avocats, il faut consulter les conseils, les auditeurs le cas échéant, vos prestataires. Vous demandez des devis et vous intégrez ces postes de dépenses dans vos business plans. Imaginons, on a deux projets, vraiment la réalité, on a deux projets équivalents dans un aux US, foutu pareil, bien réfléchi, enfin la même chose, tu vois, le faire en France, le faire aux US, deux porteurs de projets différents d'ailleurs.
est-ce que vraiment, à la fin, le delta, ce qu'on va gagner, est-ce qu'il sera pas plus concret en France? Mais tu peux aller aux US. Non, mais je ne veux pas aller aux US. Non, mais voilà, je pense que tu as ta Mais du coup, la réponse, c'est quand même ça. À un moment donné, il y a forcément une perte. Vraiment, si tu veux aller aux US, tu peux y aller. Moi, je peux exercer aux US si je veux, il faut que je passe le barreau US, etc. Mais j'exerce en France. Tout le monde est confronté à ces difficultés-là dans l'entrepreneuriat, notamment en France. Mais vous avez des outils, je pense vraiment beaucoup d'outils, des subventions, des crédits d'impôt, je pense que vous allez en parler. Vous avez des conseils, vous avez des incubateurs et vous êtes bien accompagné pour avoir des résultats. Et vous avez aussi des sécurités que vous avez en France. Si vous perdez votre emploi, si vous n'avez plus votre boîte, c'est plus facile de rebondir qu'aux US. En tant qu'avocat, nous, le principal conseil qu'on a auprès des porteurs de projets Web3, c'est de bien s'entourer d'une part et aussi de penser son projet en fonction de la réglementation. Dans le Web3, dans les cryptos, dans les instruments financiers DLT, on a une forte réglementation qui existe, qui est en forte évolution aussi. Il faut donc l'anticiper dans son projet. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir des projets qui sont compliance by design. Ça veut dire qu'on ait déjà anticipé la réglementation pour la construction du projet. Et c'est comme ça qu'à notre sens, la réussite du projet est plus facile et plus rapide, vu qu'elle est déjà conforme à la réglementation. Pour bien s'informer dans le Web3 sur la réglementation, il faut bien s'entourer effectivement et être bien conseillé. Alors, il y a des associations qui rassemblent les acteurs qui vous permettent d'être informés et qui vous permettent aussi d'échanger avec d'autres acteurs qui ont des activités qui sont similaires ou très proches de la vôtre. On a notamment en France et en Europe l'ADAN, qui est une association qui rassemble les acteurs des cryptoactifs et qui est le relais des acteurs auprès des régulateurs sur la réglementation Web3. Les projets de la saison 2 de Cube3 sont extrêmement divers et c'est ça qui est aussi très intéressant. On n'est pas uniquement sur le côté finance, on n'est pas uniquement sur le côté technique. Donc c'est très intéressant de voir cette diversité de projets dans le Web3 de manière générale. Et donc j'ai hâte aussi de voir leur évolution tout au long de la saison 2. Alors, je suis content de revoir donc, Julie Bader de Gaulle Florence, parce que c'est vrai qu'on a eu des bons contacts l'année dernière, et en plus ils sont plus proches de la régulation, surtout elle. Donc c'est un bon contact à garder sous le coude. Après cet atelier, Julie s'est entretenue personnellement avec tous les projets afin de les étudier en profondeur et afin de les orienter au maximum dans cet océan qu'est la régulation. Nous l'en remercions et si vous voulez en apprendre plus sur la régulation avec Julie, nous vous invitons à regarder le podcast que nous avons produit dans les fiches de cette vidéo. Merci Julie. Merci Valentin. Pendant ce temps, Julien de Memory Connect s'est entretenu avec Valentin, notre CEO. Le but, apprendre à bien présenter son projet en vue d'une future levée de fonds. Voyons comment il s'en sort. Ok, donc Julien, l'objectif c'est que tu essaies de me convaincre d'investir dans Memory Connect. Okay. Essaye un peu de me vendre ton produit, de me draguer en tant qu'investisseur. Un peu, quand même, pour rappel, là c'est de la pré-seed. Donc pré-seed, seed, série A. La pré-seed, c'est vraiment essayer de faire en sorte que l'investisseur que tu convaincs croit dans le projet, parce que tu n'as pas encore de chiffre, tu n'as pas encore de clients. C'est vraiment la phase de pré-amorçage. Donc essaye de me convaincre sur cette base-là. Donc alors, Memory Connect, c'est une assurance affinitaire dans le secteur funéraire. L'idée, c'est de révolutionner le contrat obsèque. Ok, vas-y, maintenant que j'ai les présentations, essaye de me draguer. Pourquoi je devrais investir dans Memory plutôt que dans les 14 autres boîtes de la saison 2 ? Le contrat obsèque en France, il est devenu moribond parce qu'on a fait une étude de marché et on a eu des réalités. C'est-à-dire que quand en 2004, un banquier nous disait à ses clients, tiens, Jean investit dans un contrat obsèque, et puis comme ça déchargera ta famille au niveau financier quand tu décéderas. Donc maintenant qu'on a tout ça, on voit un petit peu la dynamique que peut avoir Memory Connect. On a déjà fait pas mal de ces points-là en incubation. Là, on est en accélération. Donc, l'un des objectifs, c'est ce qu'on disait dans l'épisode du mois dernier, c'est que tu arrives à concrétiser ces objectifs. Pour concrétiser ces objectifs, il faut lever un peu d'argent. C'est le principe de la pré-seed, c'est le principe de cette phase de pré-amorçage où du coup, on va aller voir des investisseurs et que tu convaincs ces investisseurs sur ton projet avec ta personnalité et les gens qui composent Memory Connect, puisque c'est la première chose qu'on regarde, nous, en tant qu'investisseurs, c'est surtout à ce stade, les personnes qui composent la société, et sont-ils légitimes? A priori, oui. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher comme marché, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme traction qui justifie que dans 5, 10, 15 ans ou même 3 ans, tu auras fait du chiffre d'affaires et donc que ta valorisation sera supérieure. Là, on va faire donc de la phase d'amorçage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement risqué pour un investisseur d'investir dans cette phase-là, parce que les risques d'échec sont extrêmement importants, bien plus que d'investir dans un stade
comme la série A ou la série B, où là il y a déjà du chiffre d'affaires, il y a déjà des agréments qui sont obtenus, il y a déjà des avantages concurrentiels qui sont en place, il y a déjà beaucoup d'users. Donc là on est au tout début, donc il y a beaucoup plus de risques, ce qui est logique. Mais on l'a fait avec pas mal de cubeurs de l'année dernière et on sait le gérer. Maintenant c'est donc la question que je te pose, c'est si tu es dans une posture où tu vas chercher ce financement-là, quels sont les premiers éléments que tu aimerais mettre en place avec l'argent que je vais te donner ou que l'investisseur va te donner? C'est d'accéder le plus rapidement au marché, de tester aussi notre solution donc auprès d'early adopters qu'on a déjà identifiés. L'idée, donc là, tu l'as compris, c'est conceptualiser notre produit, le faire certifier, notre solution qui va pouvoir le distribuer et être dans la réglementation. En fait, voilà, on est sur cette phase-là. Tout à l'heure, on avait Julie Bader qui parlait à l'ensemble des cubeurs. Est-ce que tu penses être concerné par la réglementation? Alors, on a d'autres réglementations. Nous, donc on est plus sur de la réglementation d'assurance, funéraire aussi qui rentre en jeu. Voilà. Après, on aura une réglementation plus tard, mais sur l'aspect Web3, mais pour l'instant, on n'est pas... L'année dernière, en incubation, on a travaillé sur une étude de marché. Qu'est-ce qu'elle disait, cette étude de marché? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Il y a un besoin? Oui, il y a un réel besoin. Effectivement, les pompes funèbres, par rapport au contrat obsèques, c'est vraiment compliqué. On a certaines pompes funèbres même qui ne veulent même plus en vendre, qui leur disent allez à la banque du coin, c'est préférable. Donc là, on va démarrer la pré-seed. On va faire le tour des investisseurs. Combien tu vas demander aux investisseurs? Entre 400 et 500 000 euros. Dans la pré-seed? Dans la pré-seed, pour qu'on puisse tester notre produit. Donc pour ce genre de somme-là, on va chercher des business angels, pas des VC. Avec Dogo, on a vu, on va plutôt chercher le stade d'après la pré-seed, donc c'est plutôt des investisseurs professionnels. Là, ce stade-là, sur Memory Connect, en pré-seed, c'est des business angels, donc c'est des gens qui croient dans le projet, qui ont de l'argent. Ça peut être un groupement de gens qui ont de l'argent, ça peut être des gens qui ont de l'argent eux-mêmes, mais ce n'est pas des gens qui vivent de l'investissement. Ce n'est pas des investisseurs professionnels dans le sens où ils ne vivent pas de leur investissement en théorie. Et c'est des tickets qui sont de 10 à 50 000 euros. Est-ce que tu as déjà fait le tour de certaines personnes, ces fameux business angels, qui peuvent croire en toi à ce stade-là pour te donner cette somme entre 400 et 500 000 euros avec des tickets donc de 10 à 50 000 par personne? Oui, tout à fait. C'est des choses où on a discuté avec les associés. Effectivement, nous, on veut vraiment se rapprocher de notre métier, de notre secteur d'activité. Et on a déjà des contacts de business angels. Donc c'est des personnes stratégiques en plus, quoi. Voilà. Et stratégique et financier. Tout à fait. On peut couvrir tout l'aspect funéraire, que ça soit, pourquoi pas, une pompe funèbre ou des fournisseurs. Voilà, l'idée, c'est d'intégrer un peu l'environnement funéraire, indépendant, évidemment. Et dans le milieu de l'assurance aussi, pourquoi pas, c'est l'InsurTech, elle vend en poupe. Et ça, tu as un objectif de temporalité? En gros, quand est-ce que tu aimerais finir close cette pré-seed? On a déjà des rendez-vous. La société est créée là, depuis peu. On a quand même, je trouve, pas mal de rendez-vous sur ce sujet. Après, l'idée, c'est à fin décembre, essayer d'avoir à réunir déjà une bonne partie de la somme. Ok, donc avant la fin de l'année, on va essayer d'aller chercher entre 4 et 500 000 euros auprès d'un panel de business angels, histoire de pouvoir mettre en exécution toute ta vision et tout ce que tu ressens, soit toi dans ton métier, soit vous autres associés dans ce métier-là parce que vous en êtes issus, soit confirmer ce qu'a dit l'étude de marché qu'on a faite l'année dernière. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu vas chercher cette somme-là. Il y a une réelle demande suite à notre étude. Et là, on voit d'ailleurs des business angels qui sont déjà intéressés, qui prennent des rendez-vous là, assez rapidement. Donc on sent qu'il y a un intérêt quand même sur le produit. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que c'est un produit qui concerne tout le monde finalement, parce que on va tous mourir. Et on suivra effectivement cette levée de fonds et on fera le point à la fin de l'année sur ce qu'on se dit aujourd'hui et versus la réalité, parce qu'il y a toujours un delta et on verra ce que ça donne. Merci Julien. Okay, merci à toi. Si le reste de ce coaching entre Valentin et Julien vous intéresse, sachez qu'il est disponible en entier dans un nouveau format sur la chaîne de Cube3 nommée Startup Insight. Vous pouvez le visionner pour en apprendre davantage sur comment convaincre des investisseurs, en fiche et en description. Julien semble être sur la bonne voie. Les précieux conseils de Valentin l'aideront dans sa levée de fonds, qui est d'ailleurs le sujet du prochain épisode de la série Build in Public. Nous pourrons suivre l'aventure de Julien ainsi que de tous les autres Cubers tout au long de l'année. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux.
En fin de compte, la régulation dans le Web3 est un défi, mais aussi une opportunité. Elle permet d'instaurer la confiance et créer un cadre solide pour l'innovation. La balle est dans la main de nos cubers, à eux de se saisir de ces règles et de les utiliser comme levier afin de construire un avenir décentralisé, transparent et sécurisé.